On a un employé, un soudeur qui a sauté en parachute avec sa conjointe et ils ont tellement aimé que ses beaux-parents ont été le week-end suivant pour faire la même chose. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 42e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matins. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerçant en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.g7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. First who, then what? Cette phrase, utilisée très souvent dans le livre Good to Great, résume concrètement la discussion que je vais avoir aujourd'hui avec mon invité. Jim Collins, l'auteur derrière le livre mentionné, a maintes et maintes fois dit qu'avoir les bonnes personnes en place était la chose la plus importante avant d'intégrer d'autres paliers à son entreprise. Maintenant, recruter des gens de qualité peut être quelque chose d'assez complexe, surtout quand on dirige une organisation où les emplois sont très spécialisés. Les entrepreneurs se doivent donc d'être créatifs afin de trouver des manières de faire ressortir leur entreprise du lot. Mon invité du jour, Éric Naman, surnommé le Dream Boss par le journal La Gazette, va nous expliquer de quelle manière il a construit sa marque employeur au cours des 10 dernières années. Vous allez le voir, entre Voyage dans le Sud, Série mondiale de baseball et saut en parachute, Éric a été capable d'offrir à ses employés des récompenses excitantes qui ont eu pour effet une croissance soutenue depuis 2010. Sans plus attendre, ma discussion avec Éric Naman. Éric Naman, tu es le président et chef de la direction chez Damotech, une entreprise fondée il y a plus de 30 ans et qui compte 90 employés. La culture à l'intérieur d'une organisation fait partie intégrante de ta manière de fonctionner. Tu as d'ailleurs à cet effet amené plusieurs fois tes employés en voyage lorsque vos objectifs annuels étaient atteints. Éric Naman, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir. Je suis bien content d'être là. Éric, j'ai lu des trucs complètement formidables sur ta culture organisationnelle, entre envoyer tes employés voir la série mondiale de baseball, donner la chance à quelqu'un de sauter en parachute, réaliser le rêve d'un collègue de travail de nager avec des requins blancs, bref, de continuellement repousser les limites. Je pense bien d'une bonne culture d'entreprise. Puis avant là, qu'on discute amplement ensemble de cette culture-là, de la marque employeur, peux-tu nous dire comment ta carrière avec Damotech et également ta carrière entrepreneuriale a débuté? Avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé essentiellement, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études de génie mécanique et après j'ai été travailler comme artiste pendant 20 ans parce que j'avais une passion très très forte pour la photographie. Et suite à ça, j'ai eu une carrière de 20 ans en photo à peu près. Et ce qui est arrivé, c'est que je voyais que l'industrie était un peu malheureusement malade parce que les gens s'étaient adaptés au côté numérique en termes d'utilisation et de technologie, mais le modèle d'affaires ne s'était pas adapté à l'ère numérique. Et alors, je voyais que dans 4-5 ans, l'industrie allait être vraiment en difficulté. Et je ne voulais plus être là quand ça allait arriver. Et alors, comme j'avais fait la promotion de tellement de produits, de tellement de compagnies différentes, j'ai décidé d'essentiellement me trouver mon propre produit à promouvoir. Alors, ça a été un exercice de 3 ans à peu près, de rencontrer plein d'entrepreneurs, plein de compagnies. J'ai fait à peu près 15 due diligence dans le processus et pour arriver à la fin atterrir à Damotech. Moi, j'avais des critères vraiment spécifiques. Le premier, c'était que la compagnie soit en bonne santé financière. Le deuxième, c'était qu'elle ait un produit que je pouvais promouvoir sans hésitation. Le troisième, c'est qu'elle fasse de l'argent quand je ne suis pas là, parce que dans ma vie, à ce temps-là, c'était moi le générateur de revenus exclusif. Et le quatrième, c'était qu'elle ait un marketing qui avait besoin d'aide pour que je puisse ajouter de la valeur rapidement. Et alors, je suis tombé sur cette entreprise et elle avait 15 employés quand je l'ai achetée. Et je l'ai achetée avec un associé américain.
Et ça fait exactement 10 ans de ça. C'est impressionnant, là. Donc, tu as acheté, puis si on retourne un petit peu dans le temps, je pense que c'est 2010 l'acquisition qui s'est faite avec Damotech. Parle-nous un peu, là, je trouve ça intéressant ce que tu nous as parlé, les différents processus de due diligence, que tu as fait un petit peu un magasinage de certaines organisations. Comment que ça s'est déroulé, tout ça? Est-ce que c'est toi, littéralement, qui allais cogner à des portes? Est-ce que tu es allé te chercher, entre parenthèses, un broker en disant spécifiquement que tu avais une envie d'aller acheter une organisation? Comment que s'est déroulé ce processus-là? La réponse, c'est toutes ces réponses. Essentiellement, je cherchais, moi, ma réflexion à ce moment-là, c'était que j'étais juste intéressé de m'acheter un salaire. Alors moi, je voulais trouver une entreprise qui était assez grande pour que je puisse m'extraire un salaire qui avait de l'allure et qui était assez petite pour que je puisse me permettre de l'acheter, et aussi qu'elle ait une certaine stabilité quand même, que je ne jette pas mes économies dans une aventure un peu douteuse. Alors je cherchais, c'était une combinaison de brokers comme tu les as appelés, puis j'en appelais plusieurs, j'ai appelé des firmes comptables, puis littéralement, je m'appelle Eric Naman, je cherche une compagnie à acquérir, est-ce que vous en avez? C'était pas très sophistiqué comme approche, et aussi des compagnies que je trouvais intéressantes, des petites business que je trouvais des petites PME que je trouvais intéressantes, que moi-même dont j'aurais aimé être propriétaire, fait que je les appelais puis j'allais luncher avec l'entrepreneur pour voir s'il y avait de l'intérêt. C'était ça la réflexion en fait, c'était comment je vais trouver une façon de me générer du revenu de manière stable à travers une nouvelle aventure. Faut comprendre que moi, tous mes employés, c'était des pigistes quand j'étais artiste. Et alors, j'arrive dans un environnement corporatif. C'était une adaptation vraiment majeure. La première semaine, on m'a dit, quelqu'un est parti, on m'a dit qu'il faut lui donner son 4%. Puis j'ai dit, c'est quoi un 4%? Je ne savais même pas. J'avais pas de salaire. J'avais jamais payé de salaire. Mm-hmm. Ah, c'est une dynamique qui est complètement différente, exact, là, exact. de passer d'avoir des contracteurs externes qui sont pas sur le payroll, que tu as un coût qui est davantage un coût qu'on pourrait appeler un coût flexible. Ah oui, Donc, si tu n'as pas nécessairement de travail à leur donner, ben, tu n'as pas nécessairement besoin de les avoir dans ton équipe. Donc, c'est clairement une dynamique différente. Puis, qu'est-ce qui, au final, bon, tu avais des critères, bien entendu, que tu as énumérés, amener une valeur ajoutée au marketing, entreprise établie, mais pas trop grosse pour avoir les moyens de l'acheter, bien entendu, puis une entreprise qui avait déjà une bonne santé financière. Qu'est-ce qui a fait qu'au final, Damotech a ressorti du lot? Parce que j'imagine que le shortlist que le broker t'avait sorti ou que toi, tu t'étais fait toi-même, il devait tout avoir un peu ces différents critères-là. Qu'est-ce qui a fait que Damotech a ressorti du lot? Ben, c'était intéressant parce que il y avait un produit quand même intéressant breveté. C'était le leader dans son domaine. Et puis, c'était une compagnie québécoise qui vendait quand même à l'extérieur du Québec, fait que c'était intéressant. Et aussi, elle avait les critères qui fitaient. En fait, ça fait 10 ans que je suis propriétaire et je n'ai aucun client qui m'a dit, depuis que je suis propriétaire, que le produit ne fonctionnait pas. Alors, le produit lui-même est excellent. Et c'était aussi, il y avait un défi un peu de vanité, si tu veux, parce que c'était un produit industriel vraiment boring. Nous, ce qu'on fait, c'est on est dans le domaine de la sécurité des paletiers, plus connu sous le nom de racking, et dans les entrepôts. Alors, ce qu'on fait, c'est que une grosse partie de notre business, c'est de réparer ces étalages d'entrepôts et de faire de l'ingénierie. Alors, ces deux choses-là ne sont pas, comment je dirais, hyper excitantes quand je vous les énumère. Sexy. Mais de les rendre sexy, puis de rendre un brand sexy, puis de rendre tout ce qui allait autour sexy, puis et je pense que ça, c'est un pari qu'on a réussi. Ah, définitivement. Puis on va en parler là, un peu de la manière que vous y êtes pris, parce que je pense que c'était une approche exceptionnelle, ce que vous avez pris de tout miser, ou du moins peut-être pas tout, il y a peut-être d'autres choses qui m'échappent, mais une bonne partie de votre marketing sur cette formidable culture organisationnelle-là. Puis, donc, OK, en 2010, achat de l'organisation, finalement, c'est ta première, on va dire, vraie expérience à avoir des gens sur le payroll, une organisation que c'est pas juste des contracteurs externes.
À partir de là, on est en 2010, tu as 15 employés. On est en 2020 maintenant, tu es rendu à 90 employés, une entreprise qui est reconnue. Il y a des articles qui sont sortis surtout dans les journaux. Peux-tu nous parler un petit peu des différentes phases de croissance de cette organisation-là? Qu'est-ce que vous avez eu à faire pour faire le premier coup de croissance, passer peut-être de 15 à 30 employés? Parle-nous un petit peu de cette dynamique-là, puis par la suite, on essaiera d'analyser tout ça ensemble. Alors, quand on a fait l'acquisition, on avait un client qui représentait 50% du chiffre d'affaires. Faut penser que c'est 2010, c'est juste après la crise économique qu'on a eue en 2008. Et les choses commencent à se replacer, oui. Et alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que tout de suite, on s'est divisé le rôle. Mon associé était un entrepreneur lui-même qui avait acheté puis vendu plusieurs compagnies. Et alors, lui, il s'est dédié à développer le réseau des distributeurs aux États-Unis. Et moi, je me suis dédié à lui rendre la vie facile. Alors, moi, ce que je faisais, c'est je m'occupais de tout ce qui était l'usine, la production, le branding, le marketing, les ventes en tant que tel, toutes les opérations de l'entreprise. Et lui, son dada et ses journées étaient dédiées à vraiment pousser notre réseau de distribution. Alors, il y avait plein de choses qui étaient drôles puis moins drôles quand tu y penses. Mais par exemple, on fermait 2 semaines l'été pour les vacances de construction. Mais vous vendez à des Américains, ils comprennent jamais ça que vous fermez 2 semaines pour les vacances de construction. Fait que toutes des adaptations qu'on a dû faire en chemin pour rendre l'entreprise un peu plus client-centric, comme on dit en anglais, excusez l'anglicisme. Mais axé sur le client. Et c'est des choses simples, mais nécessaires. Et là, c'est sûr que moi, j'ai fait un exercice de branding très, très fort. J'avais quelqu'un qui travaillait avec moi, Chloé, qui travaillait avec moi dans mon ancienne entreprise. Puis, je l'ai essentiellement lui ai demandé de se joindre à moi dans la nouvelle aventure. Et ça fait 10 ans qu'elle est là, puis qu'elle s'occupe du branding, puis de l'effort de branding à l'intérieur au sein de l'entreprise. Puis je voyais un peu, je lisais des articles, je pense qu'elle s'occupe beaucoup du contenu, c'est ça? Oui, aussi, exactement. Alors ça, c'était la première phase. C'était juste de mettre des bases pour les distributeurs puis le réseau. Et on s'est associé à 2 grands réseaux aux États-Unis qui nous permettent de vendre de couvrir les États-Unis au complet. En fait, l'Amérique du Nord, on n'a aucune ville de plus d'1 million d'habitants qui n'a pas de service de notre part. Alors, on avait vraiment une couverture assez vaste. Et puis, après ça, moi, je me suis penché sur la prochaine phase de l'environnement de travail. Et c'est là qu'on a décidé de bâtir une nouvelle usine. Et on voulait rester dans le même quartier, fait qu'il y avait des terrains industriels pas loin de là où on était à Boisbriand. Et j'ai réussi à faire une entente avec Montoni, qui était propriétaire de ces terrains-là, pour nous construire une usine qui est une usine LEED. Alors, et c'était un environnement de travail qu'on pense exceptionnel. Puis on s'en occupe beaucoup parce que c'est une carte d'affaires pour l'entreprise. Puis parlons-en un peu de ça. Environnement de travail, culture organisationnelle. Je l'ai dit plus tôt, plusieurs fois dans les dernières années, quand vos objectifs annuels étaient atteints, tu as pris l'initiative d'amener toute ta gang, tous tes employés, faire un voyage dans le sud. Tu nous parles maintenant d'une usine que vous avez bâtie pour créer un environnement de travail exceptionnel. Parle-nous un petit peu de ça. Où a été le déclic de ton côté de dire, moi, le branding de mon organisation, moi, la manière qu'on va être reconnu, autant au niveau des employés, autant au niveau des clients, autant au niveau des gens qui viennent vers nous, comme moi aujourd'hui, qui est très épaté par tout ça. Il a été où le déclic de dire, on va focusser à 100% sur cette belle culture interne-là? À un moment donné, j'ai réalisé que ma raison d'être, qui me faisait le plus plaisir, c'était quand j'étais capable d'inspirer les employés à se dépasser. Alors, j'ai réalisé que ma raison d'être comme entrepreneur était d'inspirer le dépassement de soi à travers une expérience de travail exceptionnelle. Alors, comment on fait ça? On met toutes sortes faut juste pas le dire, faut agir. Alors,
Alors, une fois que j'ai réalisé que c'était ça, oui, c'est vrai que je vends des produits, comme j'ai dit, qui n'étaient pas à la base super sexy, puis c'est pas des vêtements, puis c'est pas des objets, c'est pas des produits comme à la Apple ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des produits bien faits. Et il y a moyen de bien réussir dans un domaine industriel. Et c'était ça la force, si tu veux, derrière toute la réflexion de comment on va rendre notre environnement de travail vraiment un environnement de travail où les gens passent plus de temps qu'à la maison et qui travaillent vraiment fort dans l'esprit de grandir tous ensemble. Alors, En quelle année que ça t'a cliqué, ça? C'est à peu près début 2012, peut-être un an et demi à peu près après l'acquisition. Ça commençait à devenir clair pour moi. Puis j'avais vraiment du plaisir quand les gens s'accomplissaient, quand les employés s'accomplissaient, quand on accomplissait quelque chose tous ensemble. Je trouvais ça vraiment enrichissant. Puis ça n'avait pas besoin d'être lié à un contrat de 2 millions de dollars. Ça avait juste besoin d'être lié à un dépassement de soi-même, du potentiel de la personne elle-même. Puis parlons-en un petit peu de ça, parce que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je veux prendre le temps d'énumérer un truc complètement fascinant que toi, Éric, t'as fait à l'intérieur de ton organisation. Puis par la suite, on parlera des bénéfices que tu as été capable de voir de ça. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Éric a décidé pour le 30e anniversaire, puis corrige-moi si je me trompe, Éric, quand je dis ça, mais pour le 30e anniversaire de son organisation qui était en 2019, tu as demandé à tous tes employés de faire une liste de 5 rêves qu'ils aimeraient accomplir dans leur vie. Et toi, par la suite, puis il y avait des rêves, assez fous, là. Je veux dire, c'est pas des choses de juste acheter un petit truc. Exactement, aller dans un bon restaurant à Montréal. Il y avait des trucs assez fous, là, qui demandaient des sommes financières importantes. Donc, les gens ont mis 5 rêves qu'ils veulent accomplir. Et toi, par la suite, tu as pris l'initiative d'en accomplir 30 de ces rêves-là. Oui. OK? Parle-nous un peu de qu'est-ce que ça l'a créé comme environnement chez Damotech. C'est exceptionnel, ça, là, d'arriver puis de le dire, mais après de le faire et de réaliser que des gens vont à la Série mondiale de baseball, comme je le disais plus tôt, saut de parachute. Bref, parle-nous un petit peu de ça. Ben, en fait, souvent, j'ai des idées un peu farfelues comme celle-là, puis des fois, je me retiens, puis des fois, je veux aller de l'avant. Fait que dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est que c'était le 30e anniversaire de l'entreprise, puis je voulais faire quelque chose pour marquer le 30e anniversaire de l'entreprise. Et juste en parenthèse, on n'a pas eu une année de décroissance depuis 10 ans. Alors, on a eu de la croissance continue pendant les 10 ans. Alors, c'était quelque chose qui était vraiment à célébrer. Et alors, il y a un livre, Les 5 grands rêves d'une vie, puis c'était ça l'inspiration de ça. Mais moi, j'ai de la difficulté à faire les choses à moitié, fait que j'ai dit, OK, on va pas faire on va en faire 30 au nom de l'entreprise. Et alors, mais je voulais pas dire aux employés que c'était ça que je voulais faire parce que je voulais pas influencer le genre de rêve qu'ils allaient me partager. Alors, ce qu'on a fait, c'est que à une de nos rencontres, parce que nous, à toutes les trois mois, on a une rencontre de toute l'entreprise au complet. Je vous raconterai ça séparément. On fait quelque chose qui s'appelle des No-Fly Days. Mais essentiellement, à cette rencontre-là, j'ai créé un employé fictif que j'ai affiché dans la présentation. Puis j'ai donné à cet employé-là 5 rêves. Puis il y avait des rêves inatteignables, comme je veux construire une maison à 2 millions de dollars dans les Laurentides, et des rêves plus simples, comme j'aimerais apprendre l'espagnol, j'aimerais sauter en parachute, j'aimerais ce genre de rêves-là. Et j'ai demandé aux employés effectivement de choisir de 5 grands rêves que eux ils aimeraient réaliser, de les écrire on leur a donné un formulaire, puis sur le formulaire, ils devaient écrire les 5 rêves et les illustrer. Alors, ils allaient sur l'Internet, ils trouvaient des photos aussi dessinées, ils pouvaient les dessiner à la main, ce qu'ils voulaient. Et là, on a un mur dans la salle de formation où on a affiché les rêves de tout le monde. Et alors, les gens commençaient à regarder les rêves de tout le monde. Juste cet exercice-là, déjà, c'était hyper inspirant parce que
tu réalises rapidement que tu partages des rêves avec d'autres personnes, puis d'autres personnes ne savaient pas que t'aimais ça ou que t'aimais ça ou que t'étais intéressé par ça. C'est vraiment hyper intéressant de juste rencontrer un peu les réflexions de chaque employé. Puis il y a beaucoup de gens, à ma grande surprise, qui ne réfléchissent pas à ça, qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils aimeraient avoir, accomplir dans leur vie. Leur vie, c'est un train-train quotidien, puis il faut les inspirer à réfléchir à ça. Alors, c'était dans cet esprit-là, et tout le monde, bien sûr, demandait pourquoi on fait ça, pourquoi on écrit ces rêves-là. Puis, j'étais très évasif, puis c'était tout le temps, juste faites-le, l'exercice, puis vous allez voir. Puis, au party de Noël, c'est là que j'ai annoncé à tout le monde que j'allais, pour les 30 ans de l'entreprise, j'allais piger 30 rêves puis les réaliser. Et c'était la folie totale. Et j'ai commencé par, à ce party-là, j'en ai donné 4. Et puis, au fur et à mesure, pendant l'année, j'en ai donné 30. Puis, il y en a qui n'ont pas encore été réalisés à cause de la pandémie puis tout ça. Mais ça s'en vient. Les gens ont leur rêve puis ils vont pouvoir le réaliser quand ils veulent. Wow, incroyable. Est-ce que tu es capable de nous parler de certains de ces rêves-là, de certaines anecdotes, autres que eux que j'ai déjà mentionnés? Certainement. Alors, par exemple, le premier que j'ai donné, c'était à notre réceptionniste qui a été en France, à Paris, avec sa maman et sa sœur. Et alors, eux, ils ont vécu des moments incroyables. Moi, je m'occupais du billet de notre réceptionniste, mais elle a réussi à convaincre sa maman et sa sœur d'aller avec elle. Fait que juste ça, déjà, vous voyez l'effet de qu'est-ce que ça fait. Alors, c'est vraiment fantastique. On a un employé, un soudeur qui a sauté en parachute, et lui, avec sa conjointe, et ils ont tellement aimé que ses beaux-parents ont été le week-end suivant pour faire la même chose. Alors, c'est vraiment toutes des choses comme ça on a un employé qui, lui, va aller nager avec les requins blancs. C'est juste que son voyage était cédulé pour octobre, puis ça tout a été chamboulé à cause de la pandémie, mais fait que toutes sortes de rêves comme ça qui sont des choses que les gens ils aspirent à ça, mais c'est difficile à réaliser comme ça. Il faut qu'il y ait un genre d'incitatif, un moment particulier pour que ça arrive. Et alors, c'est extrêmement excitant. On a un soudeur chez nous aussi qui, lui, il adore le hockey, il en mange, puis c'est un goalie, puis on l'a équipé de haut en bas avec de l'équipement de hockey. Fait que la seule condition pour réaliser le rêve, là, c'est on a besoin de vidéos et de photos. C'est la seule condition. On a un autre soudeur qui a été en Irlande avec sa conjointe. C'est vraiment, il faut que ce soit aspirationnel. Et une fois que c'est aspirationnel, on va choisir le rêve puis le réaliser. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Parlons un peu des bénéfices que tu vois de ça. Clairement, il y a des bénéfices intangibles. Une expérience comme ça va créer, ça va solidifier une équipe. Ça va solidifier également la loyauté que tu as envers ton employeur, envers ton entreprise. Ça va te rendre beaucoup plus heureux, autant quand tu es chez toi personnellement que quand tu es en milieu de travail. C'est sûr et certain que des bénéfices comme ça qui sont peut-être tangibles, mais je considérais peut-être intangibles. Est-ce que d'un autre côté, puis tu l'as dit, vous avez une croissance depuis les 10 dernières années. Est-ce que tu sens qu'investir autant dans une culture organisationnelle comme ça a impacté positivement la croissance? Et si oui, tu peux nous en parler un petit peu. C'est sûr que ça a impacté. Souvent, les gens vont me demander, est-ce que tu as un chiffre à me dire? Mais j'en ai pas de chiffre. C'est dans l'attitude des gens. Nous, on veut des employés qui sont vraiment engagés et dédiés à la cause.
Et le fait qu'ils sont dans une entreprise qui les traite bien, qui s'occupe d'eux, puis qui veut leur bien-être, c'est primordial pour eux et pour nous. Alors, ce qui finit par par arriver, c'est que c'est ces employés-là qui deviennent des ambassadeurs de l'entreprise. Par exemple, il y a un article qui a été écrit sur moi dans la Gazette, s'appelle The Dream Boss. Puis c'est pas moi qui a initié ça, c'est un de mes employés qui a appelé la Gazette pour leur dire, parce qu'il avait lu un article sur quelqu'un qui avait fait quelque chose de bien dans son entreprise, puis il leur a dit, ben écoutez, nous, vous devriez voir qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise. C'était pas mon initiative, c'est des choses comme ça. Puis nous, à la base, il y a une phrase en anglais, je suis désolé, c'est hire for attitude and teach for skill. Et alors, c'est engager pour l'attitude puis enseigner les talents ensuite. Alors, et ça, on vit ça vraiment. On est intéressé par l'humain, on est intéressé par la personne avant d'être intéressé par son skill set. C'est sûr que j'engagerai pas quelqu'un qui a fait du marketing pour travailler comme ingénieur, mais à part égale, je vais toujours choisir l'humain en premier. Et la raison pour laquelle on est intéressé par ça, c'est que quand vous engagez pour l'attitude, quelqu'un qui a une bonne attitude, il va toujours avoir une bonne attitude vers l'interne, c'est-à-dire vers ses collègues puis c'est l'environnement à l'interne de l'entreprise, et il va faire tout ce qu'il peut pour avoir la même attitude positive vers l'externe. Et quand vous avez ça, ce que ça fait, c'est que ça génère du succès. Parce que les gens s'occupent de leurs clients, des employés heureux ont des clients heureux, et en retour, ce que ça fait, c'est que ça cause de la gratitude envers. Je finis par avoir de la gratitude envers ces employés-là parce qu'ils sont dédiés, ils veulent réussir, ils veulent accomplir, et en ayant de la gratitude, ben ça se reflète dans une exécution de vouloir contribuer à la communauté et à l'environnement dans lequel on vit. On est très chanceux et on se considère chanceux. Et alors, nous, on est affiliés à Jeunesse au Soleil. Puis on fait à chaque année des œuvres caritatives avec eux. À chaque Noël, le jour de notre party de Noël, au lieu que ce soit une grande célébration le soir dans un hôtel puis une grande fiesta, ce qu'on fait, c'est que le matin, on embauche on loue des bus, puis on se déplace tous en bus vers Jeunesse au Soleil, vers les entrepôts, puis on va faire on emballe des denrées, puis on livre des denrées. L'année passée, on a livré 18 746 livres de nourriture qu'on a collectés pour Jeunesse au Soleil. Et après notre activité caritative, là, on va dans un bon restaurant puis on célèbre notre année. Et alors, ce que ça fait, c'est que c'est à travers cette œuvre-là et cet effort-là qu'on se récompense. Wow, fascinant, Eric. Je trouve que il y avait Richard Branson, lui qui a créé Virgin, que je sais plus combien qui ont de divisions, là. Je pense qu'il a créé peut-être 150 divisions de Virgin, Virgin Mobile, Virgin Airlines. Maintenant, il va aller dans l'espace. Bref, il y avait dit quelque chose qui est très proche de ce que tu as dit, c'est take care of your employees and then they will take care of your client. Ça vient de là. C'est pas un grand secret. C'est vraiment ça. Nous, on croit à ça fortement, puis on a des valeurs qui sont bien ancrées, puis on les suit. Wow. Puis, il y a un truc qu'on avait eu des discussions, toi et moi, ensemble, je pense que c'est il y a quelques semaines de ça, que je te demandais un peu, bon, toi, qu'est-ce que tu fais au day-to-day dans Damotech? Puis tu m'avais dit, oui, je suis CEO de l'organisation, mais je préfère utiliser le terme CPO. Ouais. Peux-tu nous expliquer un petit peu, c'est quoi l'idée derrière CPO, puis qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Pour moi, c'est Chief Purpose Officer, Chief People Officer, puis Chief Profit Officer. Fait que je m'assure d'avoir la vision, de m'occuper du côté humain, du volet humain, du people, et de s'assurer qu'on fait de l'argent quelque part à la fin du compte. La combinaison de ces trois choses-là est certainement importante. C'est sûr que tu as d'autres lettres P qui peuvent s'appliquer, comme le produit, et autres, mais les process. Mais vraiment, les trois volets principaux dont je m'occupe, c'est ces trois volets-là. Et d'ailleurs, j'essaie, je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaie de rencontrer chaque personne qu'on engage en entrevue dans la partie bureau. Dans la partie production, moins, mais dans la partie bureau, j'essaie. Puis, vous êtes quand même rendu à 90 employés, donc
c'est un travail, c'est pas juste un travail de 15 minutes, là. Extrêmement exigeant. Puis c'est toujours le running gag, c'est que dans mon agenda, j'ai toujours des blocs d'entrevues qui sont cédulés par notre directrice des ressources humaines et notre contrôleur qui, eux ensemble, gèrent les entrevues et à la base cédule toutes les entrevues. Fait que souvent, je vais avoir des entrevues. Puis je trouve que souvent, les entrepreneurs n'aiment pas faire d'entrevues et n'aiment pas rencontrer nécessairement beaucoup de candidats. Moi, je trouve ça personnellement extrêmement enrichissant. Et la raison pour laquelle c'est extrêmement enrichissant, c'est que c'est une opportunité de rencontrer plein de gens de backgrounds différents qui peuvent être super intéressants, même s'ils sont pas un fit pour l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est que on apprend sur des entreprises. I mean, c'est une entrevue, c'est vous demandez toutes les questions que vous voulez dans les normes de ce qui est permis, mais c'est hyper intéressant de savoir quelqu'un qui travaille dans une entreprise que vous admirez, comment ça se passe là-bas, puis comment c'est fait, puis on a plein d'idées qui viennent de là, de juste rencontrer, discuter. C'est un genre d'éducation qui est un peu informel dans sa nature, mais c'est une éducation pareille. Intéressant. Moi, je te poserai une question, Éric. Souvent, on veut, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'une organisation, on veut toujours améliorer un peu cette culture interne-là. On veut améliorer notre, entre parenthèses, marque employeur. Oui. Ça serait quoi les conseils que tu aurais à donner aux entrepreneurs, aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises aujourd'hui pour faire un pas par en avant, pour améliorer la culture interne? Où est-ce que ces gens-là doivent commencer? C'est sûr, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'établir des valeurs claires. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on établit des valeurs, on les écrit sur le mur, puis c'est tout. Mais il faut les vivre et les faire vivre à travers l'entreprise. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est on célèbre quelqu'un qui vit ses valeurs très proches du cœur. Alors, ce qu'on fait, on a quelque chose qui s'appelle le Damo Hero. Et le Damo Hero, c'est voter à tous les 3 mois. Il y en a 2 par 3 mois. C'est un employé dans l'usine puis un employé dans les bureaux. Et ils sont votés par leurs confrères. Ils votent pour la personne qui a le mieux vécu les valeurs de l'entreprise pendant les 3 derniers mois. Et ce qu'on fait, c'est que une fois qu'ils ont voté puis qu'on annonce les Damo Heroes, on leur donne un prix. Mais la plupart des compagnies, ils vont donner un petit trophée ou ils vont donner une plaque sur le mur. Ben nous, on est un peu différents. Nous, notre couleur officielle, c'est le orange. Et comme quelqu'un porte les couleurs, porte des valeurs très proches de son corps, on lui donne un boxer short orange ou des chaussettes oranges dans le cas d'une fille. Et alors, c'est très apprécié. Puis on leur donne aussi un bâton de relais. Puis le bâton a les valeurs écrites dessus. Et ce bâton-là, on se le passe de héros en héros pour rappeler aux gens que vous avez été héros pendant 3 mois, oui, génial, mais là, vous passez le bâton à quelqu'un d'autre qui va être le héros pour que vous c'est un travail continu d'être un héros. Wow. Impressionnant. Je trouve que la créativité ici est clairement au rendez-vous. Puis, d'ailleurs, vos valeurs, pour être certain que les gens s'en rappellent, comment tu t'y prends parce que c'est très vrai ce que tu dis, hein? On établit des valeurs, on les met sur notre site web, on en parle dans quelques rencontres, puis éventuellement, on retourne un petit peu dans notre day-to-day et si on les rémunère pas continuellement, on peut les oublier. Puis on peut également, en tant qu'entrepreneur, peut-être oublier notre ligne directrice, de où est-ce qu'on doit s'enligner. Tu sais, je veux dire, nos valeurs, notre mission, notre vision, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise qui va être en santé. Comment tu t'y prends pour faire en sorte que les gens et que toi-même également se rappellent continuellement de ces piliers, de ces valeurs-là? De ce que j'entends, c'est que les entrepreneurs ont des fois des difficultés à définir les valeurs dans leur entreprise. Et ces valeurs-là, elles existent intrinsèquement dans l'entreprise. La façon qu'on nous a enseigné de les trouver, c'est que on prend un comité de direction ou un groupe d'employés, puis chaque employé qui est dans cette salle choisit le nom d'un employé avec qui il aime travailler. Il l'écrit sur un post-it, puis il écrit les raisons pour lesquelles il aime travailler avec cet employé-là. Et en faisant cet exercice-là, très clairement, à travers, en écrivant toutes ces raisons de désir de travailler avec quelqu'un et de collaborer, à travers ça, il apparaît il ressort des valeurs
qui sont intrinsèques au groupe qui est dans cette salle. Puis c'est ça les valeurs de l'entreprise. Après ça, il faut les faire vivre en les répétant, en célébrant les bons coups qui sont reliés aux valeurs. Comme nous, une de nos valeurs, c'est la bonne humeur. Quand je vois quoi que ce soit ou quelqu'un voit quoi que ce soit qui se passe dans l'entreprise, qui est le fun, qui est drôle, que ce soit décorer un arbre de Noël ou célébrer parce que deux personnes ont le même t-shirt puis c'est juste par pure coïncidence, n'importe quoi qui est relié à la bonne humeur, on prend une photo puis à un moment donné, elle va paraître quelque part, cette photo-là, parlant de bonne humeur. C'est toutes des choses qui sont des moments simples, mais qui font que ça renforce le clou sur le fait qu'une de nos valeurs, c'est la bonne humeur, puis que on veut être content au travail, puis on veut arriver à passer du bon temps, malgré que on a des défis. Puis être entrepreneur, c'est une ligne de défis continue à la fin du compte. Ça arrête jamais, ça arrête jamais. Mais ce qui est intéressant, puis ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est que au-delà des écrire, il y a deux autres choses qu'on doit faire, c'est écrire définir nos valeurs, on va les dire comme ça, les écrire, les vivre. Oui, absolument. Les vivre et par la suite, après les avoir vécus, les souligner. Les souligner. Ça, je pense que c'est vraiment personnellement mon takeaway ici que j'entends aujourd'hui parce que c'est vrai, il y a des choses quand on établit des valeurs, automatiquement, c'est des choses qu'on voit dans notre day-to-day en tant qu'organisation et qu'on va répéter. Mais à un certain point, à un moment donné, il faut les souligner. Il faut le dire haut et fort. Puis là, c'est là que ça prend davantage forme, tout ça, que les gens sont capables de le voir parce qu'on est capable de les souligner, on est capable de donner des prix autour de ça, on est capable de donner peut-être certains cadeaux. C'est ça qui change la donne à la fin de la journée. Absolument. Puis le test ultime, Antoine, c'est quand un de tes employés vient puis dit écoute, lui, il suit plus nos valeurs, on devrait ou bien terminer, ou bien il suit vraiment les valeurs, on devrait célébrer. C'est quand les collègues finissent par eux-mêmes reconnaître que quelqu'un n'agit pas ou agit basé sur les valeurs, que là, ça devient de plus en plus clair que ce qu'on essaie de véhiculer est en train d'arriver. Wow. Non, effectivement, quand c'est plus le dirigeant, mais les employés qui viennent en parler, exact. C'est là que tu sens que c'est implanté, que ça a pris forme. Là. Souvent, je parlais d'entrevues tantôt. Souvent, Antoine, il va y avoir, par exemple, quelqu'un qui va faire une entrevue, puis ils vont dire, écoute, le skill set est wow, mais on n'est pas sûr du fit. Puis le fit, c'est un fit qui est basé sur les valeurs. Alors là, on fait une deuxième entrevue, puis on s'assure que les valeurs sont un fit. Puis si elles le sont pas, c'est juste un bien dommage. C'est quelqu'un qui va être heureux ailleurs que chez nous. Ouais. Puis à un certain point, à un moment donné, c'est ça. Hein, c'est que il y a juste des fois, on se rend compte une direction différente que des gens vont prendre. Et c'est correct. Et c'est correct parce qu'à un certain point, à un moment donné, on peut pas tout le temps être au même endroit dans notre carrière. On peut pas être au même endroit dans nos vies. Puis l'organisation a des fondations, des valeurs. Un individu peut en avoir des différentes. Il faut pas s'éterniser. Il faut pas s'éterniser et s'acharner surtout à rester ensemble si la relation n'est plus fonctionnelle. Absolument. Puis ça, c'est une grande leçon. Ça a été une grande leçon pour moi parce que comme je suis attaché à ce que les gens puissent performer puis réussir puis grandir au sein de l'entreprise, quand ça va un peu moins bien, c'est très difficile de dire OK, on va se départir ou on va finir notre relation ensemble. C'est contre-intuitif et difficile à faire. Ce n'est jamais facile. Alors nous, quand on est obligé de faire ça, on est extrêmement gentil. On explique aux gens exactement ce que tu viens de dire. On leur explique qu'ils vont être probablement heureux dans un autre environnement qui est axé sur autre chose que sur quoi nous sommes axés. Effectivement. Je terminerai un peu l'entretien, Eric, sur des questions personnelles. J'aime toujours poser des questions sur les lectures, sur les contenus que les gens que j'interviewe consomment. Mais si on revient un petit peu à la base de notre discussion qui est axée sur la marque employeur, la culture interne, est-ce qu'il y a des lectures, est-ce qu'il y a des livres que tu as été capable de lire dans les dernières années qui ont influencé un petit peu ta manière de voir comment une culture interne doit être gérée? Oui, moi je me réfère toujours à un livre en particulier qui est un grand classique, probablement un des plus grands, c'est Good to Great, qui lui toujours réfère à la fin du compte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas les bonnes personnes aux bonnes places, ce ne sera jamais a great company. Je me réfère vraiment toujours à ça. Souvent, c'est
on rencontre quelqu'un en entrevue, puis il est intéressant, il est pas exactement fait pour le poste qu'on cherchait, mais il y a peut-être un intérêt pour nous de le mettre dans un poste juste à côté qui serait hyper intéressant, on va s'adapter. Parce que quand on trouve quelqu'un, the right people on the bus, comme il dit le livre, c'est vraiment une valeur ajoutée à l'entreprise. Sinon, en termes d'humanité puis des choses comme ça, il y a un livre qui s'appelle Everybody Matters, qui était relié à une entreprise manufacturière dans l'Ohio qui a, pendant la dernière crise économique, essayé de garder tous leurs employés. Et c'était une approche très humaine. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont demandé à tout le monde de prendre des vacances pour diminuer la charge salariale pour pouvoir survivre à la crise économique. Je trouvais que cette approche-là était intéressante, puis je l'avais toujours dans la tête. Puis quand la pandémie est arrivée, j'avais vraiment ça en tête. C'était d'essayer de garder tous les joueurs qu'on avait et de les protéger le plus longtemps possible. Je pense que c'est important. Puis des périodes difficiles comme on a vécu au niveau de la pandémie vont marquer ces périodes-là pendant très longtemps. Les relations entre employés et employeurs, malheureusement, il y a des organisations qui ne pouvaient juste plus opérer, mais les organisations qui étaient capables d'opérer, mais qui ont eu une perte de revenus, une perte de profit sur du court, du moyen terme et qui ont été capables de garder leurs employés en place, ça, les gens qui travaillent pour l'organisation vont s'en rappeler longtemps. Et ça va marquer clairement une pérennité autour de cette organisation-là, une rétention. Et c'est quelque chose qu'il fallait garder en tête pendant ces moments très difficiles-là. Ça va être quoi l'après, t'sais? Puis, Eric, dernière question. Avant de te laisser aller, j'aime toujours ça savoir ça. As-tu des routines spécifiques, toi, avant de commencer de travailler, pendant le travail, après le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis dans ta cédule qui est toujours là et qui t'aide à être plus fonctionnel? Oui, en fait, moi, ma routine, si tu veux, il y a plein de routines différentes du matin. La mienne est pas très définie, à part que j'ai clairement, moi, je suis un gars de projet, fait que j'ai tout le temps des projets, que ce soit reliés au travail ou non reliés au travail, mais j'ai tout le temps un désir des idées, puis je veux les accomplir, fait que je prends toujours tôt le matin du temps pour mes projets. Alors, que ce soit de la lecture ou que ce soit de la réflexion ou de faire une analyse ou une réflexion quelconque ou de penser à un projet quelconque ou même de m'impliquer avec par exemple, on a construit une maison puis c'était tous les jours qu'il fallait être là, fait que j'allais très tôt le matin suivre le chantier avant de venir au travail. Fait que je te dirais la partie où j'aimerais être plus rigoureux, c'est la partie entraînement physique. Je le fais par période, mais je ne suis pas aussi assidu que j'aimerais l'être. Et ça, je sais que c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à être discipliné à ce niveau-là. Il faut le coller. Exact. Puis, faut penser que moi, je viens d'un monde d'artistes où la discipline n'est pas nécessairement la chose la plus appréciée. J'avais pas de cédule, j'avais pas de calendrier, j'avais pas d'agenda. Puis tout d'un coup, je me retrouve dans un environnement corporatif où il faut avoir beaucoup plus de rigueur et de discipline. Puis ça a été probablement mon plus gros défi personnel, c'est d'avoir une rigueur en termes de cédule et de temps, de gestion de temps. Intéressant. Eric, c'était fascinant d'avoir tes conseils aujourd'hui. Je pense que les gens qui sont en affaires, qui nous écoutent aujourd'hui, vont pouvoir prendre des très bons trucs que tu as donnés par rapport à la culture interne, la marque employeur, qui clairement doit vous aider sur plusieurs aspects, à aller chercher des meilleurs talents, aller chercher des meilleurs clients. Bref, c'est sûr et certain que vous avez des effets collatéraux positifs qui proviennent de ce temps et cet investissement d'argent également que vous mettez sur vos employés. Donc, je pense que ça va grandement aider pour notre audience. Puis, avant de te laisser filer, est-ce que, si les gens qui nous écoutent, peut-être, est-ce que vous avez des postes ouverts en ce moment ou est-ce qu'on peut en apprendre davantage sur vous? Oui, on en a, je pense, 7 ou 8 d'ouverts qui sont affichés sur notre site web ou sur Indeed. Oui, effectivement, on a des postes d'ouverts, puis on est toujours à la recherche de joueurs A. On reçoit des CV avec plaisir. Bon, c'est merveilleux. Eric Naman, merci énormément d'avoir été sur le podcast. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
Dans un environnement où les employés ont de plus en plus d'options pour leur carrière, bâtir une marque employeur solide devient quelque chose de quasiment obligatoire pour n'importe quelle organisation. La rétention à l'intérieur d'une entreprise, autant au niveau de la clientèle que des employés, est un indicateur important de la santé de la compagnie. Eric l'a mentionné dans l'épisode, occupez-vous bien de vos employés et ils s'occuperont bien de vos clients. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com. Donc AGAGNE @J le chiffre 7 média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.